Il est probable que le lecteur ait déjà vécu des situations similaires, une nuit au cours de laquelle l'attente d'un repas pratique, comme une pizza, est frustrée par l'arrivée d'une commande dont la température dépasse à peine celle de l'environnement extérieur. Les ingrédients semblent disposés avec négligence et le délai de livraison autrefois raisonnable se transforme en une attente disproportionnée. De telles expériences ne constituent pas de simples impressions isolées. Partout au pays, on observe un scénario inquiétant, l'augmentation continue des coûts, la réduction des portions et l'adoption de pratiques qui compromettent la qualité à un rythme accéléré, bien au-delà de la perception immédiate des consommateurs. Les plaintes se multiplient, allant des retards de livraison et des articles manquant aux pâtes desséchées et aux prix qui ne correspondent plus à la valeur réellement livrée. Même les grands réseaux sont confrontés à des difficultés dans ce contexte. Lorsqu'une enseigne exploite des milliers d'unités, un établissement problématique peut rapidement se multiplier, touchant des dizaines, en peu de temps, des centaines d'emplacements. Les chaînes autrefois fiables proposant des restaurants sans prétention sont désormais moins bien classées sur les plateformes d'évaluation au Royaume-Uni. Les petites chaînes n'échappent pas non plus à ce déclin, surtout lorsque l'expansion accélérée dépasse la capacité de formation et de contrôle qualité. Face à cette situation, il est nécessaire d'analyser clairement 8 réseaux qui, ces derniers temps, se sont distingués de manière négative. Quiconque s'est interrogé sur la qualité des commandes récentes trouvera dans les lignes suivantes le reflet d'expériences malheureusement devenues récurrentes. Le premier d'entre eux, un géant du secteur, est présent dans pratiquement tous les coins du pays, même si sa réputation a subi des dommages plus graves que beaucoup ne l'imaginent. Son nom, autrefois synonyme de praticité et de satisfaction immédiate, porte aujourd'hui le poids d'un système qui, peu à peu, succombe à ses propres limites. Le premier signe d'alerte apparaît dans le repas lui-même. À l'ouverture de l'emballage, la vapeur qui s'échappe est faible, presque imperceptible, porteuse d'un arôme sucré qui ne ressemble plus aux riches saveurs du passé. Le fromage est inégalement réparti, concentré sur une seule face, comme si le voyage vers la destination avait été plus mouvementé que prévu. La pâte, en quelques minutes, durcit, perdant son moelleuse initiale et prenant une texture plus proche du carton que d'un aliment appétissant. Les bords présentent des taches sombres, tandis que les ingrédients semblent disposés avec hésitation, comme s'ils étaient appliqués sans conviction ni timing. Les problèmes ne se limitent pas à la cuisine. Le service de livraison reflète les mêmes défauts. Les chauffeurs arrivent considérablement en retard et présentent des excuses qui, bien que sincères, semblent routinières. Les sacs livrés ne transmettent plus la chaleur et les systèmes de suivi oscillent entre, presque arrivés, et, encore en préparation, laissant les clients otages d'une attente de plus en plus irritante. Les lignes téléphoniques restent occupées pendant de longues périodes et les réponses aux plaintes prennent des jours. Chaque interaction renforce l'impression que l'engrenage derrière la marque a perdu le rythme des exigences contemporaines du marché gastronomique. Sur les plateformes d'avis britanniques, l'insatisfaction s'accumule mois après mois. Des centaines de rapports récents décrivent des commandes incomplètes, des plats froids et des coupons non acceptés à la caisse. De nombreux consommateurs signalent des retards de plus d'1 heure, même les nuits sans événements sportifs ni conditions météorologiques défavorables. Certains signalent que des pizzas contenant de petites quantités d'ingrédients ou des emballages arrivent endommagés, comme si elles avaient été manipulées avec une hâte excessive. D'autres disent avoir été facturés pour des articles qui n'ont jamais été expédiés. Les plaintes se répètent de Londres à Manchester, des villes côtières aux quartiers périphériques, créant une tendance que l'entreprise ne peut plus ignorer. La critique ne se limite pas au présent. Ces dernières années, des informations ont circulé selon lesquelles des franchises faisaient pression sur leurs employés pour qu'ils accélèrent la production, même au détriment de la qualité. Certains employés décrivent l'intensité du rythme de travail aux heures de pointe, le manque de formation adéquate et les fourneaux fonctionnant bien au-delà de leur capacité idéale. Il existe également des conflits entre les franchisés et le siège social, portant sur les ressources, les objectifs de performance et la répartition des investissements publicitaires. Chaque récit contribue à la construction d'un portrait d'entreprise marqué par des tensions internes et des défis structurels. Pour de nombreux clients de longue date, l'aspect le plus douloureux réside dans la comparaison avec le passé. La marque en question a consolidé sa réputation au Royaume-Uni en s'appuyant sur 3 piliers, l'agilité, la régularité et un plaisir presque indulgent qui transformait chaque commande en un moment privilégié et non en un pari incertain.
Les étudiants comptaient sur lui pour soutenir leur nuit d'études, les familles le choisissaient pour les vendredis lorsque personne n'avait envie de cuisiner, et les professionnels s'y tournaient après des journées épuisantes, où chaque minute était précieuse. Le logo rouge et bleu représentait la garantie d'un repas chaud, généreux et satisfaisant. Aujourd'hui, ce souvenir semble loin de la réalité. Les anciens clients fidèles parcourent les forums et reconnaissent, dans chaque témoignage, leur propre déception. Ils pleurent la perte de la joie simple que procure un repas bien préparé et opportun. Ils font référence à un réseau qui, une fois fiable, ne l'est plus. Il ne s'agit pas d'une révolte explicite, mais d'une résignation silencieuse, comme si l'on assistait à l'éloignement progressif d'une référence ancienne, rongée par les erreurs successives. Pendant ce temps, le scénario international reflète celui du Royaume-Uni. Dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie, on constate une baisse des mouvements, une augmentation des coûts et des marges bénéficiaires de plus en plus étroites. La concurrence féroce des petits établissements, axés sur les pizzas artisanales, avec des sauces plus riches, des pâtes fraîches et un contrôle strict des températures, creuse l'écart entre ce qui est proposé et ce qu'attendent les consommateurs. Les principaux concurrents investissent massivement dans la technologie, les programmes de fidélité et la refonte des cuisines, creusant encore davantage la disparité. Sans une profonde restructuration, la marque risque non seulement une baisse des valorisations, mais aussi un avenir dans lequel sa survie dépendra d'une position de plus en plus périphérique, dépassée par de nouvelles entreprises agiles et des initiatives régionales indépendantes. Même s'il n'est pas sur le point de disparaître, l'absence de changement significatif fera que le marché moderne continuera à faire pression sur lui, fragment par fragment, jusqu'à ce que son nom ne conserve plus que le poids d'une tradition vidée de son sens. Le deuxième réseau analysé présente un déclin de nature différente, mais tout aussi inquiétant. Alors que le premier déçoit par son incohérence, le second est confronté à un processus de détérioration plus lent et plus profond, qui se déroule au fil des années jusqu'à ce que les consommateurs reconnaissent à peine ce qu'ils considéraient auparavant comme fiable. Au Royaume-Uni, les signes avant-coureurs concernant la marque sont devenus évidents avant 2025. Des interventions administratives ont été nécessaires en raison de la fermeture de plusieurs unités, laissant plus d'1 millier de salariés dans une situation d'incertitude professionnelle. Les plaintes enregistrées entre 2024 et 2025 faisaient état de problèmes récurrents, commandes incomplètes, livraisons dépassant largement les délais stipulés et remboursements prenant des jours à être traités. Certains clients décrivent les repas arrivant presque froids, comme si le trajet avait dissipé toute trace de chaleur que la cuisine parvenait encore à conserver. Ces tendances ne se sont pas manifestées de manière sporadique, mais plutôt comme une tendance constante et indéniable. Les causes vont au-delà des retards des conducteurs ou des fours instables. La pénurie de main-d'œuvre dans les périodes critiques et la discontinuité dans la formation, aggravée par un turnover dépassant les capacités de gestion, compromettent le fonctionnement. Les employés sont confrontés à la pression des heures de pointe avec un soutien insuffisant, tandis que les propriétaires recherchent des marges plus réduites pour maintenir la viabilité financière après des années de difficultés, réduisant ainsi les coûts là où le client le voit le plus. Chaque décision, bien que justifiable d'un point de vue comptable, approfondit les fissures dans l'expérience du consommateur. Cette réalité devient évidente dès le moment où le repas est servi. Lorsque vous soulevez le couvercle de l'emballage, l'air qui s'échappe transmet à peine la chaleur. Le fromage, autrefois fondu uniformément, se contracte désormais, comme si la chaleur s'était dissipée prématurément. La sauce tomate sèche sur les bords, laissant un arrière-goût au lieu du profil équilibré promis autrefois par la marque. Les bords de la pâte durcissent, formant une croûte friable, tandis que le centre perd de sa résistance, permettant aux ingrédients de glisser de manière désordonnée. Dès la première bouchée, on constate un mélange déroutant de sensations, une subtile touche d'herbe qui se perd dans l'excès de douceur, une texture qui, si ferme au début au four, a laissé place à la fatigue pendant le transport. Une usure qui s'installe sans tambour ni trompette, comme si chaque livraison mal emballée ou chaque croûte flétrie n'était que des étapes dans un processus inéluctable. L'enseigne, qui se distinguait autrefois par son ambiance chaleureuse et la promesse d'un repas qui transcendait l'ordinaire, se retrouve désormais prise entre la nostalgie de son passé et les exigences d'un marché qui ne pardonne pas les hésitations. Le contraste entre l'environnement raffiné des unités physiques et la précarité des livraisons révèle une dissonance structurelle. Tandis que les tables affichent encore des nappes impeccables et des couverts cirés, les commandes à emporter arrivent avec des emballages froissés,
Des sauces desséchées et des pâtes qui ont perdu toute trace de fraîcheur. La dégradation ne se limite pas à la qualité des produits, mais s'étend à l'expérience client elle-même, qui oscille entre le souvenir d'un service attentif et la frustration d'un service de plus en plus automatisé. Dans certaines agences, les salariés tentent encore de préserver le ton cordial qui définissait autrefois le réseau, mais la pression de l'agilité et la réduction des équipes transforment les interactions en gestes mécaniques. Il en résulte un sentiment de déconnexion, comme si la marque s'était scindée en deux versions d'elle-même, l'une qui résiste à sauver les apparences et l'autre qui succombe aux exigences d'un modèle économique de plus en plus impersonnel. Les chiffres reflètent cette crise d'identité. Des rapports récents indiquent une forte baisse de la fidélité des clients, avec des taux de satisfaction dépassant à peine la moyenne du secteur. Sur les forums en ligne, les consommateurs décrivent les commandes arrivant avec des retards inexplicables, les ingrédients omis sans avertissement et les pizzas qui, une fois déballées, révèlent une texture pâteuse, comme si la chaleur s'était dissipée avant même de quitter la cuisine. Il n'y a pas d'indignation explicite dans ces critiques, juste une lassitude résignée, la prise de conscience que l'exigence autrefois synonyme de cohérence se résume désormais à un jeu de probabilités. La tentative de renverser cette situation a été timide. Certaines unités ont adopté un emballage thermique plus efficace et des protocoles de préparation révisés, mais les changements semblent insuffisants compte tenu de l'ampleur du problème. La nature même du service de livraison, avec ses variables imprévisibles, trafic, distance, conditions météorologiques, expose les limites d'un système qui n'a pas été conçu pour maintenir la qualité en déplacement. Alors que les concurrents locaux investissent dans des fours mobiles et une logistique optimisée, Fort Petès Express fonctionne toujours avec des solutions improvisées, telles que des sacs thermiques à faible efficacité et des itinéraires mal planifiés. Le paradoxe le plus évident réside dans l'incapacité de la marque à concilier ces deux facettes. Le modèle de restaurant traditionnel, avec son environnement contrôlé et son service personnalisé, ne se traduit pas par un système de livraison qui exige rapidité et standardisation. La tentative de concilier les deux aboutit à un produit hybride qui ne répond pleinement à aucune des deux attentes. Pour les clients qui fréquentent encore les unités physiques, l'expérience reste satisfaisante, même si elle n'est plus exceptionnelle. Pour ceux qui comptent sur les livraisons, la déception est presque une certitude. Cependant, le problème central ne se limite pas à la logistique ou à la qualité des ingrédients, mais à la perte de finalité. Fort Petès Express est apparu comme une alternative à la restauration rapide conventionnelle, proposant un repas alliant commodité et touche de sophistication. Cependant, au fil du temps, la recherche d'expansion et la pression des résultats financiers ont dilué cette proposition, la transformant en une autre option générique dans un marché saturé. L'absence d'une identité claire, que ce soit en maintenant un niveau d'exigence élevé ou en adoptant un modèle plus agile, laisse la marque à la dérive, oscillant entre la nostalgie d'un passé irrécupérable et l'incertitude d'un avenir non encore défini. Pendant ce temps, les consommateurs continuent de chercher quelque chose qu'ils ne trouvent plus. Certains abandonnent et migrent vers des options plus fiables, d'autres persistent, poussés par le souvenir d'expériences qui les ont autrefois convaincus. Mais à chaque nouvelle livraison qui arrive froide ou à chaque commande qui prend plus de temps que prévu, la distance entre ce qu'était la marque et ce qu'elle est devenue devient plus évidente. Il ne s'agit pas seulement d'une baisse de qualité, mais d'un vidage progressif du sens, comme si, à vouloir plaire à tout le monde, Fort Petès Express n'avait fini par satisfaire personne. Différents niveaux d'engagement. La normalisation, qui devrait constituer le fondement d'un réseau en expansion, est devenue un concept diffus, appliqué avec une rigueur inégale selon les unités. Là où auparavant il y avait une promesse de consistance, la même pâte élastique, le même équilibre entre les ingrédients, la même rapidité qui ne sacrifiait pas le soin, il existe désormais une loterie silencieuse. Lorsque le client franchissait la porte, il ne savait pas s'il trouverait la version vibrante qu'il avait conquis ou une pâle reproduction, exécutée avec la hâte de quelqu'un qui remplit une obligation plutôt que d'honorer une tradition. Cet écart ne se limitait pas au plat. L'expérience de consommation elle-même a perdu sa cohésion. Dans certains magasins, l'ambiance a conservé l'énergie des premiers jours, le comptoir ouvert, les pizzaiolos visibles, l'odeur de levure et de sauce tomate qui flotte dans l'air. Dans d'autres, la dynamique ressemblait à une chaîne de production, où l'interaction humaine était réduite à un rapide « votre commande est prête » et la nourriture était livrée avec l'indifférence d'un produit emballé à la hâte.
L'incohérence n'était pas seulement technique, mais émotionnelle. Là où régnait autrefois un sentiment de fête, la pizza comme quelque chose à partager, à observer, à savourer restait désormais, dans de nombreux cas, une transaction mécanique, dépourvue de la chaleur qui avait transformé la marque en un lieu de rencontre. Les signes de cette fragmentation s'accumulent dans les détails. Dans une succursale de Manchester, des clients ont signalé des pizzas au bord brut et au centre brûlé, comme si le four, une fois calibré pour un résultat uniforme, avait perdu sa précision. À Bristol, un groupe d'amis a reçu des commandes mixtes, avec des saveurs qui ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient choisi, tandis qu'à Leeds, une famille a attendu près d'une heure pour un repas qui, à son arrivée, était froid et les ingrédients étaient mal répartis. Il ne s'agissait pas d'échecs isolés, mais des symptômes d'un système dont la croissance avait dépassé sa capacité à maintenir les normes qui le définissaient. La rapidité, qui était autrefois un atout, est devenue un fardeau, et l'expansion, au lieu de consolider la marque, en a dilué l'essence. Ce qui était le plus révélateur, cependant, n'étaient pas les erreurs elles-mêmes, mais la façon dont le réseau semblait incapable de les corriger. En d'autres temps, une plainte aurait déclenché un mécanisme d'ajustement immédiat, une commande refaite, une remise offerte, une conversation sincère avec le manager. Aujourd'hui, les réponses allaient de l'indifférence à la bureaucratie. Sur les forums en ligne, les consommateurs ont décrit leurs tentatives frustrées de contacter le service client, où leurs plaintes ont été accueillies par des scripts génériques et de vagues promesses d'améliorations futures. L'impression laissée était celle d'une entreprise qui avait perdu le lien non seulement avec ses clients, mais aussi avec l'objectif même qui la rendait pertinente. Il ne s'agissait plus d'une chaîne de pizza, mais d'une structure d'entreprise qui gérait des unités, des effectifs et des objectifs, où le produit final, le repas, l'expérience, le moment partagé était devenu secondaire. Cette déconnexion se reflétait même dans le langage de la marque. Dans les premières années, les menus et les campagnes publicitaires de Fire Away véhiculaient une énergie presque artisanale, avec des phrases qui évoquaient l'authenticité de la préparation exposée et la passion des pizzaiolos. Mais au fil du temps, le discours est devenu générique, remplaçant la spécificité par des clichés sur la saveur authentique et la qualité garantie. La promesse, autrefois tangible, s'est transformée en un ensemble de paroles vides de sens, répétées sans conviction. Les salariés, à leur tour, semblent avoir internalisé ce changement. Là où auparavant on était fier d'expliquer les ingrédients ou de suggérer des combinaisons, nombreux sont désormais ceux qui se limitent à suivre les commandes, sans l'enthousiasme qui avait autrefois infecté les clients. La pizza, qui aurait dû être le centre de l'expérience, n'est devenue qu'un élément supplémentaire sur une liste de choses à faire. Le paradoxe le plus douloureux résidait dans le fait que, malgré tout, la chaîne attirait toujours de nouveaux clients. Sa présence physique, répartie dans des centaines de villes, garantissait une visibilité que peu de concurrents pouvaient égaler. Pour ceux qui n'avaient jamais goûté le meilleur de la marque, une visite dans une unité moyenne pourrait tout de même offrir un repas acceptable, voire agréable. Mais pour ceux qui se souvenaient de la luminosité des premiers jours, chaque nouvelle expérience était un rappel de ce qui avait été perdu. Ce n'était pas une pure nostalgie, mais une lamentation sur l'érosion de quelque chose qui, à son apogée, avait été simple et vrai, le sentiment que, lorsque l'on commandait une pizza, on recevait quelque chose de fait avec soin, avec âme, et pas seulement un produit fabriqué en série. En coulisses, la pression en faveur de la croissance a laissé des traces profondes. Les rapports d'anciens employés décrivaient une culture d'entreprise de plus en plus axée sur les objectifs d'expansion et de réduction des coûts, où la qualité était souvent sacrifiée au nom de l'efficacité. Dans certains magasins, les ingrédients étaient rationnés pour répondre au budget serré, dans d'autres, le roulement du personnel était si élevé que la courbe d'apprentissage n'a jamais été achevée. Les pizzaiolos les plus expérimentés, ceux qui avaient été formés dans les premières années et portaient l'ADN de la marque, ont été remplacés par une main-d'œuvre moins qualifiée, souvent embauchée à la va-vite pour répondre à la demande de nouvelles unités. Le résultat était prévisible, un déclin progressif, presque imperceptible au début, mais qui, au fil du temps, est devenu impossible à ignorer. Ce qui restait alors n'était pas un réseau en train de s'effondrer, mais l'ombre de ce qu'il avait été. Fire Away existait toujours, fonctionnait toujours et servait toujours des milliers de repas chaque jour. Mais l'essence qui le rendait spécial, cette combinaison unique de fraîcheur, de rapidité et de personnalité s'était dissipée, laissant derrière elle une structure qui fonctionnait mais qui n'enchantait plus.
Les clients plus âgés, ceux qui ont grandi avec la marque, continuaient à la visiter par habitude ou faute de meilleures alternatives, mais ils le faisaient avec une résignation silencieuse. Ils n'attendaient plus l'excellence du passé, mais simplement un produit qui remplissait sa fonction de base. Et ainsi, sans tambour ni trompette, l'une des chaînes qui avait redéfini l'expérience de la pizza rapide au Royaume-Uni n'est devenue qu'une autre option sur le menu, sans l'éclat qui la distinguait autrefois. Mais sans l'intensité qui justifiait autrefois sa présence sur le marché. Les plats, autrefois réputés pour leur générosité discrète, véhiculent désormais un sentiment de retenue calculée, comme si chaque ingrédient avait été mesuré non pas par la qualité de l'expérience mais par la nécessité d'équilibrer les marges. La croûte, auparavant dorée et croustillante, est arrivée avec une texture oscillant entre tendre et indifférente, comme si la précipitation de la préparation lui avait volé le temps dont elle avait besoin pour atteindre son potentiel. Les sauces, à leur tour, ont perdu de leur densité, diluées non pas par l'eau, mais par le manque de soin qui était auparavant perceptible dans chaque couche. Les clients les plus attentifs ont remarqué ces changements non pas comme des échecs isolés, mais comme un modèle installé presque imperceptiblement. Il n'y a pas eu un seul moment de déception, mais une succession de petits décalages qui, additionnés, ont miné la confiance dans la marque. Lors des soirées moyennement chargées, lorsque le personnel était en mesure de consacrer plus d'attention aux commandes, les plats parvenaient toujours à évoquer quelque chose de proche de ce que promettait la chaîne. Cependant, aux heures de pointe, la pression sur la cuisine devenait visible. Des pizzas arrivaient avec des garnitures inégales, une pâte qui semblait avoir été étirée avec moins de soin et une chaleur qui se dissipait avant même que le plat ne soit servi. Il ne s'agissait pas d'erreurs flagrantes, mais de détails qui, ensemble, constituaient un récit d'usure. Ce qui a retenu le plus l'attention, cependant, n'est pas l'incohérence elle-même, mais la manière dont elle a été reçue. Les habitués les plus âgés, ceux qui ont suivi la trajectoire de la chaîne depuis ses premières années, n'ont pas réagi avec indignation. Au lieu de cela, ils ont exprimé une sorte de résignation affectueuse, comme s'ils reconnaissaient que le déclin faisait partie d'un cycle plus vaste et inévitable. Certains défendaient encore la marque, arguant que, dans certaines branches ou dans des conditions idéales, l'expérience valait encore le coup. D'autres, en revanche, ont simplement cessé d'en parler dans leurs conversations, comme si le souvenir de ce qu'il était autrefois ne méritait plus d'être évoqué. Le problème ne se limitait pas à la qualité technique des plats, mais à la perte d'une identité qui, à son apogée, s'était construite sur l'idée d'un repas simple mais soigné. Demander à l'italien n'était pas devenu mauvais, il était devenu prévisible d'une manière qui frôlait le générique. Les saveurs, autrefois équilibrées et réconfortantes, semblaient désormais suivre une formule standardisée, comme si la chaîne avait opté pour une approche plutôt qu'audacieuse. Le résultat était un repas qui remplissait son rôle fonctionnel, mais rarement surpris ou ravi. Dans un contexte où les attentes des consommateurs devenaient de plus en plus exigeantes, ce manque de distinction s'est avéré être un problème. Il ne s'agissait pas seulement de rivaliser avec d'autres chaînes de cuisine italienne, mais de rester pertinent sur un marché saturé d'options promettant la commodité sans sacrifier la personnalité. Ask'Italian, dans sa tentative de s'adapter aux exigences économiques et opérationnelles, avait par inadvertance dilué ce qui le rendait unique. Ce qui restait était une version atténuée d'elle-même, capable de satisfaire des besoins immédiats, mais incapable de susciter le même enthousiasme qu'auparavant. Pour autant, le réseau n'a pas disparu de la vie quotidienne des Britanniques. Il reste un choix fréquent pour les repas décontractés, en particulier parmi ceux qui recherchent quelque chose de familier et abordable. Cependant, ce qui était autrefois une option pleine de sens, un lieu où l'on pouvait compter sur un repas alliant simplicité et qualité, ressemble désormais à un refuge de commodité, où la mémoire de ce qui avait été superposée à la réalité du présent. Et, dans cet écart entre ce qu'elle était et ce qu'elle était devenue, se trouvait la vérité la plus inconfortable. La marque n'avait pas échoué de manière spectaculaire, mais s'était laissée consumer par une lente érosion, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un écho de ce qu'elle représentait autrefois. Suffisamment assaisonné, suffisamment couvert, mais rarement plus. Derrière ces opérations se cache le défi central, la pénurie de main-d'œuvre, qui ne s'est jamais complètement dissipée après 2023. Plusieurs unités fonctionnent encore avec des équipes réduites, s'appuyant sur un effectif réduit pour soutenir un modèle de service conçu pour des équipes plus robustes. Les soirées qui se déroulaient autrefois sans problème dépendent désormais de la capacité de la cuisine à suivre le rythme des ressources disponibles.
Des menus simplifiés ont été mis en œuvre pour alléger la charge opérationnelle et ont effectivement contribué à stabiliser le flux de travail, mais ce faisant, ils ont dilué l'identité du réseau. Avec moins de plats et des fenêtres de préparation plus étroites, les aliments sont devenus plus faciles à reproduire, mais aussi plus faciles à oublier. Ce mouvement plus large reflète une tendance qui dépasse les frontières du Royaume-Uni et de Ask Italian lui-même. Partout dans le monde, les chaînes de restaurants qui revendiquent un héritage culturel glissent souvent vers un modèle axé sur les apparences et le profit au détriment de l'artisanat authentique. Ils adoptent des symboles, une typographie douce, des images baignées de soleil, la promesse d'un confort authentique, mais leur cuisine fonctionne selon la logique des tableurs. L'efficacité devient l'ingrédient non déclaré. Les couvertures sont mesurées avec précision. Les revenus sont ajustés au nom de la réduction des coûts. Les employés apprennent les systèmes, pas l'art de cuisiner. Le résultat ne constitue ni un scandale, ni un échec retentissant. Il s'agit plutôt d'une dilution progressive, qui transforme des plats auparavant familiers en versions raffinées et approximatives de l'original. Dans le cas d'Ask Italian, cette tendance prend une forme particulière. La pizza qui arrive à table est organisée et visuellement équilibrée. Les bords sont uniformes, le centre est uniformément réparti, mais la chaleur se dissipe souvent avant que le repas n'atteigne le restaurant. Le fromage prend rapidement. La base révèle peu de la personnalité qui distinguait autrefois un restaurant ambitieux. L'assaisonnement semble prudent, comme s'il était conçu pour éviter les erreurs et non pour créer des expériences. C'est un aliment dont le comportement est prévisible mais qui suscite rarement l'enthousiasme. Et le réseau n'est pas seul dans ce scénario. De nombreuses marques de taille moyenne servent des repas calibrés pour survivre aux heures de pointe, et non pour correspondre aux images affichées sur leur menu. Au bout de cette chaîne se trouve un impact plus large. Les clients n'expriment pas d'indignation, ils restent plutôt indifférents. Ils goûtent quelque chose d'approprié, mais pas mémorable, cohérent mais pas distinct. La déception est légère, presque polie, façonnée par la prise de conscience que le repas reflète moins le talent du cuisinier que les rouages du système. Ask Italian fait partie d'un mouvement mondial dans lequel les restaurants qui négociaient auparavant leur identité négocient désormais l'optimisation. Lorsque les clients quittent l'unité ou referment l'emballage chez eux, ils n'ont aucun doute sur le goût. Ce qui persiste est une réflexion plus discrète. Combien d'établissements servent aujourd'hui une cuisine qui semble achevée dans son processus, mais inachevée dans son essence? Ce panorama n'est cependant pas une invitation à refuser la pizza. Au contraire. La bonne pizza existe encore partout en Grande-Bretagne, dans les petites pizzerias qui valorisent la chaleur et l'équilibre, dans les chaînes qui ne se sont pas perdues, dans les cuisines où la pâte lève toujours avec détermination. Ce que nous rappellent les marques les plus fragiles, c'est que nous, en tant que consommateurs, façonnons les normes plus puissamment que nous ne le pensons. Lorsque nous acceptons, presque, nous recevons davantage la même chose. Lorsque nous exigeons de la qualité à travers nos choix, notre argent et même notre silence face à ce qui nous déçoit, le marché s'ajuste. Alors gardez votre confiance. Déposez votre faim dans les endroits qui la méritent, pas dans ceux qui la présupposent. Recherchez une chaleur qui persiste au-delà de la première bouchée, des garnitures disposées avec intention, une croûte qui supporte son propre poids. La pizza a encore une âme dans ce pays. Choisissez simplement comme si cela comptait.